Diego, Ouais, avant qu'on commence quoi que ce soit, j'aimerais que tu me dises, Diego, quelle est ta plus grande peur? j'ignore la peur enfin. Mais j'ai été abandonné par ma mère quand j'étais jeune et j'essaye de fuir, mais ça a laissé quelque chose derrière moi et encore plus depuis que je me suis fait adopter par Marcus. Ma plus grande peur, c'est d'être oublié, ne pas être reconnu, de que ma famille d'adoption ne me voit pas en fait, d'être invisible. Donc c'est pour ça que j'essaie toujours de prouver ma valeur, d'être un peu le clown de service, qu'on me regarde, qu'on me voit, que personne ne m'abandonne. Diego, Oui. tu es au bord de la plage. Le ciel est bleu, l'air est frais. Il y a cet air marin qui caresse ton visage, le bruit agréable, la mélodie des vagues. Tu as les bottes dans le sable, ta chemise de pirate légèrement entr'ouverte. Il y a quelqu'un à tes côtés qui est avec toi au bord de la plage. Qui est-ce, Diego? C'est Iris, mon amie d'enfance, telle que je m'imagine aujourd'hui, ou peut-être qu'elle a encore son aspect d'enfance, je ne sais pas. Tu es avec cette jeune femme, non plus cette jeune fille. De teint basané, de grands yeux de chat, et très fin. Elle est à tes côtés, au bord de la plage. Elle a une robe bleue, brodée d'or, et vous profitez de la quiétude de ce paysage. Diego, quels sont les quelques mots que tu échanges à cet instant-là? Tu sais, je te l'ai pas dit à l'époque, mais merci. Sans le vouloir, t'as un peu bousculé ma vie. J'allais crever au Océanopolis. Et malgré toutes les merdes qu'il y a eu après notre rencontre, je ne regrette rien et c'est un peu grâce à toi. Donc, même si je te revois jamais, merci. Elle a un léger sourire et lorsque tu termines ta phrase par même si je te revois jamais, elle voit qu'elle se tourne vers toi, l'air surprise. Eh, Diego, pourquoi est-ce que tu dis qu'on ne se reverra jamais? Je sais pas. C'est c'est venu comme ça. Tu sais, le nombre de conneries que je peux dire à la seconde. Alors que tu dis ceci, tu as un léger éclat de rire, te reprenant quelque peu. Il y a des grands éclats de voix derrière vous. Des voix d'hommes, de femmes, une foule qui acclame. Naturellement, tu te retournes. Et au moment où tu te retournes, en fait, tu es sur la plage de l'île aux pirates, la plage des perles noires. Et il y a toute l'île qui est réunie au bord de la plage. Des torches sont dressées. Et ça clame avec scandeur. Au milieu de la foule, tu distingues, au-dessus d'un amas de caisses, de coffres, de trésors, de pillages, la silhouette de Briggs. Ton frère. Une grande stature, sabre sur le côté, son chapeau de capitaine. Et il parle haut et fort. Maintenant que j'ai rapporté le trident de corail, je suis le successeur à Marcus. Et il jette un trident en or serti de pierreries à ses pieds. Et toute la foule se met à acclamer Briggs le Corbeau Noir, le nouveau roi des pirates. Diego, qu'est-ce que tu fais? Je comprends pas. Non, c'était pas à lui de le ramener. On lui a pas donné cette mission. C'est impossible. C'est un faux, c'est impossible. Comment il l'a trouvé? Tu t'approches, tu te lèves, c'est un faux, c'est impossible. Tout le monde se retourne vers toi. Et tu vois la silhouette, un sourire carnassier sur le visage de Briggs. Tu vois Marcus qui est dans la foule, qui semble baisser les yeux. Quand tu l'appelles, il ne te répond pas. Et tout le monde commence à te huer. Ah, Diego, toi le chien bâtard, qui n'est même pas le fils de Marcus. Tu reviens la queue entre les jambes après ton exil, sans trésor, sans trident et même sans bateau.
Vous m'avez jamais accepté en fait. Après tout ce que j'ai fait pour vous, toutes ces années, ça c'est toujours ça, toujours me prouver. Mais sans moi, cette île, elle serait au bord de la ruine. Elle aurait été envahie depuis longtemps. Je me fais bannir pour des conneries. Et tu éclates de rage, tu commences à crier, et il y a cette espèce de foule qui se rapproche de toi, qui t'oppresse, les gens qui se mettent à rire. Arrêtez! Et toute cette foule qui hurle, qui crie, et tu commences à te tenir la tête, tu n'en peux plus, tu cherches une issue, un échappatoire, et tu commences à courir. Vers où tu cours, Diego? Loin d'ici. Je sais pas. Qu'est-ce qu'il y a autour? Je cours. Tu te mets à courir, tu t'enfonces entre les palmiers. Tu cours. Tout autour de toi commence à devenir sombre. Et tu te retrouves dans un couloir. Un long couloir. Tu ouvres une porte en trombe. Tu refermes la porte derrière toi. Tous les bruits s'estompent. Tu es dans une pièce aux couleurs chaudes. Devant toi, il y a un grand lit, rembourré de coussins, des broderies. Et sur ce lit, il y a 3 silhouettes, 3 jeunes femmes que tu reconnais. Il y a Perla, Isis et Lan, légèrement dévêtues dans des tenues d'été. Et alors que toute la pression semble s'évanouir, que tu fais quelques pas hébétés, elles te font signe, elles t'appellent et il y a peut-être, c'est à toi de me le dire, une sorte de réconfort qui s'installe dans ton cœur. Que fais-tu? Au début, je suis très étonné et un peu cette illusion que j'ai sous les yeux, je suis prêt à y céder, mais là, je me ressaisis un peu. Non, ça va pas, ça. C'est pas ce que je veux. C'est pas ça que je veux. Et je recule, je commence à reculer. Tu recules et tu vois qu'il y a Perla qui se lève. Comment ça, mais avec tout ce que tu m'as promis, Diego? Et Lan? Bah alors, Diego, tu n'as pas oublié les promesses que tu m'as faites? Et Isis qui se lève. Alors c'est ça, hein? Tu m'oublies. Et tu changes de femme comme de chemise? Alors c'était vrai, on ne se reverra plus jamais? Jamais. Non, c'est pas ça. Tu commences à reculer. La porte a disparu, tu es face à un mur, et les 3 jeunes femmes te sautent dessus avec des poignards qu'elles enfoncent dans ton poitrail. Et tu hurles. Les ténèbres t'envahissent. Tu rouvres les yeux. Le ciel est sombre. Une légère pluie te fouette le visage. Tu reprends ton souffle. Tu es sur un navire de guerre. Autour de toi, des bruits de bataille. Tu te relèves, ton sabre à la main. Ça crie, ça hurle autour de toi. Le bateau est en pleine tempête. Et à 2 mètres en face de toi, une grande silhouette massive de 2 mètres. À la peau sombre, une armure rouge sang. Un sourire carnassier, une épée enflammée. Zaos? Montre-moi donc ce que tu as dans le ventre, faiblard. Et Zaos s'avance. Je vais se faire dégager de ce bateau. Diego, fais-moi un test de mêlée, qu'est-ce que tu fais? Il attaque ou... Il s'apprête à te trancher en 2. Je fais une rapide esquive, je fais une rapide esquive en me baissant et je utilise la pointe de mon épée pour le trancher. Fais-moi un test d'agilité, Diego. Ça passe. Ça passe. Tu évites le coup de l'épée enflammée qui vient briser un morceau de navire qui prend feu et tu ripostes avec ton sabre. Tu lui entailles tout le flanc. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Tu t'écartes de mon bateau. Si c'est moi qui commande. Tu n'es rien d'autre qu'un petit insecte, hein? Comme la dernière fois, tu n'as rien pu faire. Parce que Diego, tu es faible.
C'est faux. Je suis le meilleur. Et vous entamez un duel à mort, toi et lui, avec coups de sabre, de sorts, de flammes. Le navire tout entier commence à prendre feu, tandis que la mer se déchaîne. Et, à un moment donné, tu ne sais pas ce qu'il t'arrive. Tu as un moment de faiblesse. Ton sabre t'échappe des mains, après une passe d'armes particulièrement bien menée de la part de Zaos. Et tu te retrouves sur le pont, dos à la mer. Que fais-tu? Tu ne peux pas tuer un homme qui est déjà mort. Et je me prépare à me battre au poing. Pas besoin d'épée. Je utilise un feu Funku. Fais-moi un test de Funku. Merde. Aïe. Tu hurles de rage. Et alors que tu te jettes sur Zaos, Zaos commence à se transformer, des ailes lui poussent dans le dos une tête de dragon. Et il pousse sur toi un souffle de flamme incandescente. Et tu tombes à la renverse et tu chutes au cœur du typhon. Tu chutes. L'eau remplit tes poumons. Tandis que ta vision se brouille. Toute ta vie défile devant tes yeux. Les paroles de Briggs, les paroles de Lan, de Perla, d'Isis. Tes échecs, tes réussites. Ta mère qui t'abandonne. Pas comme ça. Tu coules au fond de l'océan. Je suis prêt à vendre mon âme. Quitte à remonter pour remonter. Quitte à être le plus grand des lâches. Je suis prêt à tout. Pas comme ça. En échange de quelle tribu es-tu prêt à remonter? Qu'est-ce que tu veux de moi? Je n'ai rien. À part ma vie. Des mains gigantesques, griffues. Autour de toi, une silhouette haute comme une montagne. Une tête de corbeau, une silhouette famélique. D'ornements d'os funèbres. Deux yeux sombres comme la nuit. Necros, qui te recueille dans ses énormes mains et tu te retrouves debout en face de lui. Les ténèbres autour de toi. Quels sont les mots que tu lui dis? Comme je l'ai déjà dit, je suis un homme déjà mort. Je n'ai peur de rien. Je suis prêt à tout. Qu'est-ce que tu veux de moi? Il semblerait que tu manques de puissance, Chico. Ai-je tort? Je n'ai jamais rien eu. Je n'ai même pas la force. Est-ce que je peux l'avoir? Bien sûr que tu peux l'avoir. Après tout, toi et moi, nous avons conclu un pacte. Je l'ai fait en connaissance. Je te donnerai toute la force dont tu auras besoin, Chico, pour accomplir les quêtes qu'il te faut réaliser. Mais n'oublie pas que la mort et la vie sont les deux faces d'une même pièce. Pour avoir ma puissance, Diego, il faudra payer un tribut. Je veux conclure un pacte avec toi. Je suis un négociateur. C'est ce que je fais de mieux. Je prendrai ce que tu as de plus cher, Diego. Est-ce que je sais même ce que j'ai de plus cher? Grand titan, est-ce que tu sais ce que j'ai de plus cher? Oh, me semble-t-il avoir perçu ce qui te tient réellement à cœur. Acceptes-tu de l'échanger avec moi? Je te donne tout, mais à une condition. Je t'écoute. Malgré les apparences, je reste le maître de mon destin. C'est moi qui commande, c'est moi qui choisis. Tu me donnes la force et j'en fais ce que je veux. Tu prends ce que j'ai et tu te casses. Ça tombe bien. Je suis seulement le titan de la mort et du renouveau, pas du destin. Et ces paroles résonnent dans ton esprit. Et tu rouvres les yeux. Ojiro, dis-moi, quelle est ta plus grande honte?
Alors, dans ma vie, j'ai été amené à faire plusieurs choses dont je ne suis pas fort fier, mais j'ai toujours jugé que c'était une nécessité. Cependant, s'il y a bien une chose dont j'ai honte, c'est à chaque fois que je devais mentir à ma petite sœur. Quand je venais de faire une mission et je rentrais chez moi, que j'avais du sang sur les mains, sur les vêtements et que j'allais pour essayer de me nettoyer, ma petite sœur arrivait en me demandant si je m'étais blessé, si je m'étais fait mal, même si j'avais fait du mal à quelqu'un, je lui répondais que c'était juste un petit accident, personne n'avait été blessé. Et ce, même si j'avais été amené à tuer des gens ou les torturer. Je n'ai jamais voulu la mêler en fait au monde dans lequel je trempais. J'ai voulu en préserver et pour ça j'ai toujours dû mentir. Mais à chaque fois que je lui mentais, j'avais l'impression qu'une partie de moi disparaissait. Kojiro, tu es en quelque sorte perdu dans cette forêt de cerisiers aux fleurs blanches. Le vent qui se lève fait tomber leurs pétales et donne à la scène une ambiance assez romantique, calme. Tu inspires profondément et tu te sens bien. Tu avances tranquillement, sans réel but. Puis tu arrives à un moment donné à une trouée où il y a un large bassin à l'eau claire. Tu sens que tu arrives enfin là où tu voulais aller depuis tout ce temps. Tu es précisément au bout de ta quête. Il y a une silhouette massive, gigantesque, faite d'écailles, de crinières de toutes les couleurs. Ao Tao, le roi de tous les dragons célestes, règne paisiblement sur cette source. Et il t'accueille. Il y a une silhouette, assise, paisible, qui se tourne légèrement lorsque tu arrives. Qui est-ce? Donc j'approche tranquillement de l'eau. Et là je vois Taimi qui est assise, qui me jette un sourire, car ça faisait assez longtemps que je ne l'ai pas vue. Je m'approche d'elle et je lui tapote la tête tendrement. Je suis ravi de retrouver ma petite sœur. Elle a un sourire radieux. Et ce sourire provoque en toi toutes sortes d'émotions. Tu exploses à l'intérieur après toutes ces années. Sans la voir, ta quête qui t'a mené aux quatre coins du monde pour trouver tel ou tel remède, aller sur telle ou telle piste. Et enfin, tu la retrouves. Enfin, tu la retrouves guérie. Et à ses côtés, tu es étonné de voir ta mère. Maman? Tu es enfin rentré. Depuis tout ce temps. Je suis si heureuse de te voir. Mon fils, mon petit garçon, viens. Elle te tend les bras. Je n'ose pas vraiment approcher pour la prendre dans mes bras. Parce que, intérieurement, je sais qu'elle ne peut pas être là. Et je me dis que si elle est en face de moi, et que tout ça est vrai, alors ça signifierait qu'en fait je n'ai pas réussi à sauver ma sœur. Ça signifierait qu'elle serait morte. Alors que l'ombre du doute s'immisce dans ton esprit, tu remarques que l'eau a une teinte un peu verdâtre. Ta mère... Bah alors Fujiro, tu ne veux pas me prendre dans tes bras? Ce n'est pas possible. Après tout ce temps, tu vas encore nous abandonner. C'est faux. Jamais je ne vous ai abandonné. J'ai toujours été là. Et tu la vois qui a une expression de terreur sur son visage. Ta petite sœur te regarde avec des grands yeux ronds. Elles reculent toutes les deux. Et leur peau commence à se transformer en des sortes de pétales. Et elles fanent. Non, Elles fanent toutes les deux. non. Et la maladie les ronge, les emporte. Toute l'eau de la source devient verte. Et le dragon céleste, Ao Tao de toutes ses couleurs, se ternit d'une couleur sombre, des yeux rouges, une langue de serpent. Qu'est-ce que tu fais? Je tombe à genoux
devant cette scène en me disant non, c'est pas possible. Ça n'arrivera pas. Je parviendrai à la sauver. Et je les ai pas abandonnées. J'ai toujours tout fait pour elles. Elles sont ce qui m'est de plus cher et je... Non, c'est pas possible. Tu les as abandonnés. Toi, vaurien et criminel, tu ne mérites ni l'amour d'une mère, ni d'une sœur, ni même la place que tu as aujourd'hui, que tu as volée. Faux. Et tu lèves la tête. Et le dragon s'est transformé à une sorte d'hydre à 3 têtes. La tête de gauche, c'est Dara, le chef des Kamikusa que tu as provoqué en duel. La tête de droite, c'est Asuo, ce moine qui est avec toi au sanctuaire, dont tu as volé le titre de maître. Et la tête du milieu, c'est celle de ton père. Et l'hydre immense s'approche de toi, la gueule dégoulinante. J'essaye de me concentrer parce qu'en voyant la tête de mon père sur cet animal, intérieurement, je suis en train de bouillir d'une haine, d'une rage incontrôlable, et j'essaye de matérialiser des lames de vent dans mes mains pour pouvoir me battre. Tu matérialises des lames de vent dans tes mains, et l'hydre fonce sur toi, Fujiro. Fais-moi tout de suite un test d'agilité pour esquiver les 2 têtes qui viennent te mordre. Tu réussis. Tu réussis à faire un pas en arrière, projeté par ta synergie, ton vent, et les 2 gueules du monstre immense frappent dans le vide. Et elles émettent des sifflements terribles. Menteur, menteur, menteur! C'est faux. La seule personne qui nous a abandonnés ici, c'était toi. Que fais-tu? J'essaye de trancher la tête de mon père. Fais-moi un test de mêlée. Tu dégaines ton sabre que tu as toujours eu lorsque tu étais chez les Kamikusa, et tu tranches la tête de ton père qui tombe au sol, dans une flaque de sang terrible, une odeur nauséabonde putride. Et alors que tu fais ça, il y a cette tête qui n'est plus la tête d'un monstre, qui redevient la tête d'un homme. Tu vois une larme qui coule sur la joue de ton père. Et ces quelques paroles. Mon fils, je t'aime. Et alors que tu réalises à peine ce qui vient de se passer, le monstre tout entier commence à se déconstruire, tombe dans le fond du lac. Je prends la tête de mon père et je la jette dans le lac. Ça fait longtemps que je le considère plus comme mon père, je ne suis plus son fils. Au moment le plus important, au moment de la mort de ma mère, on avait besoin de lui. Et pourtant il nous a abandonnés, il nous a quittés. Sans rien nous dire, sans rien justifier. Je n'éprouve plus que du dégoût envers lui. Et je ne veux plus voir ça. Je ne veux plus voir ce baiser. Et tu fais ça. Et au moment où la tête s'atterrit dans le lac, tout disparaît. Et tu te retrouves dans un décor complètement sombre. Tu as les pieds dans l'eau, jusqu'aux chevilles. Tu avances. Tu remarques que sous tes pieds, il y a des formes automatiques qui semblent bouger, qui semblent t'appeler. Est-ce que j'entends ce qu'elles me disent? Fais-moi un test de perception. C'est réussi. Fils du vent, fils du vent. Viens. Je vais suivre les voies. Tu baisses la tête, tu suis les voies et tu tombes dans l'eau. Et en fait, tu te rends compte que c'était simplement une pellicule d'eau de quelques centimètres et tu bascules au milieu des nuages. Et tu atterris très mollement sur un long drap pourpre, avant de te rendre compte que c'est la toge d'une immense créature. Des formes
androgyne, à moitié féminine, masculine, les yeux bandés par un long voile. Il y a des multitudes de courants d'air qui tournent autour d'elle et autour de toi. Et toutes ces voix qui te murmurent des messages. Et l'immense créature s'adresse à toi. Fils du vent, mon fils, Qui êtes-vous? je suis la mère de tous ceux qui sont habités par les vents. Qu'est-ce que vous me voulez? Pourquoi suis-je ici? Je te sens torturé, mon fils. Je peux apaiser tes tourments, tous tes tourments, mon fils. Embrasse la voix de l'air. Laisse ton passé. Laisse ton passé. Et rejoins le futur. Avec moi, mon fils. Qu'est-ce que ce futur a à m'offrir? Enfin, une réelle raison de vivre. Et ces paroles résonnent en boucle dans ton esprit, tandis que tu rouvres les yeux. Bassem, Oui, Bassem, dis-moi, quel est ton plus grand crime? je pense que sans aucun doute, mon plus grand crime, c'est d'avoir balancé l'un de mes amis en pâture. Je venais d'échapper à mes maîtres de Sanopolis. Je leur ai volé Shabdis. J'avais erré dans le désert avec lui pendant plusieurs jours. J'étais tombé dans le sable. Ma bouche était asséchée, j'avais faim. Et puis il y a eu ce maraîcher avec sa caravane qui, en urgence, est venu m'apporter de l'eau. Il m'a laissé manger à ma faim. On a voyagé ensemble plusieurs jours, plusieurs semaines. Mais on a eu le malheur de croiser justement une meute d'hommes bêtes. Et dans un instinct de survie, malgré qu'on ait changé plusieurs facettes de notre vie, je l'ai balancé au Yen afin de survivre. Bassem, le soleil tape fort dans le ciel. Tout autour de toi, de grands murs blancs et lisses. Un palais magnifique. Tu es toi-même dans une très belle tenue de soie, brodée, d'or et d'argent. Accoudé à la balustrade, tu observes cette ville avec ses coupoles d'or, de jade, et une main vient s'immiscer sur ton épaule. Tu te tournes. Tu reconnais la silhouette de cet individu. Qui est-ce? La première personne à laquelle je pense c'est Shalim, mon frère. Shalim, la barbe bien taillée, lui aussi dans des atours de prince. Il a un geste qu'il a très rarement eu à ton égard, un geste tendre. Et tu partages un moment qui te semble si éloigné, si féerique, un moment de paix. Et vous discutez. Quels sont les quelques mots que tu échanges avec ton frère? En fait, il faut savoir que j'ai un rapport très compliqué avec mon frère. Parce qu'en fait, moi, j'ai réussi à devenir sculpteur pour la cour royale. Et lui, il n'a pas réussi à intégrer en tant que guerrier la garde royale, en fait. Et comme tu le dis, c'est en effet assez bizarre qu'il y ait des gestes tendres, parce qu'en fait, il y a une petite rivalité qui existe entre nous. Et c'est vrai que pour la première fois, on parle de ça. Je pense que naïvement, j'en profite. Je pense que je lui dévoile un petit peu la belle sculpture que je vais faire pour le rendre peut-être un petit peu plus jaloux. Au fond, ça me fait plaisir d'en parler avec lui parce qu'on échange très rarement ce genre de moments, mais également ça me permet de lui donner une petite tape derrière la tête pour lui dire regarde, moi j'ai réussi et toi t'as même pas réussi à intégrer la garde royale, quoi.
tu lui dévoiles cette sculpture massive, le travail d'une année d'effort. Cet éléphant immense aux 4 défenses, inspiré de mythes, de contes, de légendes, que tu as travaillé avec ta synergie. Il est parfait. Et en fait, il est monté du prince d'Océanopolis, qui a le regard fier. Et lorsque tu lui dévoiles ceci, il a un sourire, peut-être hypocrite, peut-être sincère. Oh, je te reconnais bien là, mon frère, toujours autant de talent et de panache. Évidemment, le prince te fera couvrir d'or avec une telle œuvre. Je l'espère bien, après tout, c'est l'honneur de la famille qui est en jeu. Cela fait des générations que nos parents, eux, forgent des armes pour toute la contrée, et moi, je compte bien construire autre chose. Une œuvre qui fera grand bruit dans la ville. J'espère que chaque habitant se souviendra et en parlera pendant des siècles et des siècles. J'espère que le fruit de mon travail se répandra jusqu'en Amazie, voire au-delà. Peut-être même dans les steppes enneigées, là où vivent encore quelques géants d'après ce qu'on dit. Et ce sont exactement les mots que tu dis au milieu de cette grande salle du palais d'Océanopolis. Tu dis haut, fort, fier, avec ton œuvre colossale, tout enveloppé d'un drap blanc. Le prince, sur ses tapis de soie d'or, toute la cour, ta famille, ton frère. Et tu dévoiles, tu jettes le drap de ton œuvre. Et tout se transforme. Non. Non, c'est impossible, ce n'est pas ce que j'ai créé. L'œuvre est méconnaissable, grotesque, à la limite de l'insulte. Toute la foule commence à huer, les gens se regardent, te regardent. Le prince est fou de colère. Et il y a ton perroquet qui vole autour de toi. Ouh, le vilain! Non, non, ce n'est pas ce que vous croyez, père, mère, Shalim, mon roi, mon prince. Non, non, je peux tout arranger en 10 minutes. Laissez-moi juste le temps. Alors que tu dis ça, tu vois le regard de tes parents sur toi, l'indignation, la honte. Il y a les gardes du palais qui arrivent, qui s'apprêtent à te saisir. Mais Bassem, cette fois tu ne vas pas te laisser faire. Tu sens une rage bestiale monter en toi. L'instinct de survie. Qu'est-ce que tu fais? Non, ce n'est pas mon œuvre, je vous dis. Ce n'en est pas une. Et je frappe le sol de mes poings. Et tu frappes le sol de tes poings. Tes poings qui ont doublé de taille. Toi-même, tu as doublé de taille. Des incisives immenses sont apparues à la place de tes canines. Le sol se fracasse tout entier. Tout le monde est complètement apeuré, alors que tu te transformes en une sorte de bête monstrueuse. Et il y a un premier garde qui arrive et qui te donne un coup de lance. Que fais-tu? Je pense que je m'apprête à lui donner un coup de griffe, mais au moment où je le fais, je pense que je croise le regard de ma mère et je me fixe, je pense. Juste, je m'arrête parce que je me dis, c'est pas l'image qu'elle aimerait voir de son fils et il faut que je me fasse, transpercer par la lance. C'est peut-être le châtiment que je mérite, peut-être que c'était le destin. Je sais qu'on m'a trompé et parmi toute cette foule, je n'arrivais pas à trouver les coupables. Je m'arrête dans mon élan et je me laisse transpercer par la lance. Et tu t'arrêtes dans ton élan, la lance te transperce de part en part. Une gerbe de sang. Et bientôt, d'autres gardes arrivent et te transpercent le corps. Et une dizaine de lances se retrouvent nichées dans tes entrailles. Le regard de ta mère, horrifié, indigné. Et très vite, la tristesse est balayée par une sorte de honte. Et il y a ton perroquet
qui vole au-dessus de toi. Ouh, la vilaine bête! Et qui se pose, qui commence à grandir, 1 mètre, 2 mètres, devient un oiseau gigantesque. Il y a bientôt plus que toi et lui. Tu baignes dans ton sang, Bassem. Tu vois ses 2 yeux qui te fixent, son bec vorace. Il s'approche de toi. Enfant maudit! Enfant maudit! Non, c'est impossible, j'ai été le sculpteur le plus talentueux de... Non, on a dû me tromper. Tout le monde était jaloux de moi, j'en suis sûr. Je ne peux pas me laisser faire. Je jetterai tous ces chiens en pâture. Je laverai l'honneur de ma famille. Oui, il faut que je le fasse. Peu importe le prix, il faut que je restaure l'honneur de ma famille. Et on parlera de nous pendant des générations et des générations. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, il faut que je t'arrache le bec. Oui, c'est ça qu'il faut faire. Je suis un adepte de la Terre. C'est moi qui décide qui vous devez enterrer. C'est moi qui vais vous enterrer, et pas vous. Et tu déchaînes ta colère, il y a d'immenses pieux de pierre que tu élèves depuis le sol qui viennent transpercer le perroquet qui lui arrache la tête. Cadavre tombe à tes pieds. Et tu vois tout le sol autour de toi qui commence à s'effriter. Tout s'écroule. Le décor devient complètement apocalyptique. Tout s'évanouit. Et tu te retrouves seul sur la dernière parcelle de pierre, seul dans les ténèbres. Il y a dans l'obscurité une lueur rouge, une sphère dans le ciel. La lune. Toi qui as vécu comme une bête, et qui as commis les mêmes crimes qu'une bête, par qui l'un je te condamne à vivre dans la peau d'une bête. Avec les bêtes tu as vécu, en tant que bête, tu vieilliras. Et tout autour de toi, des hommes hyènes qui ricanent. Et parmi eux, tu reconnais la silhouette de cet homme qui t'a vendu à ton maître, Kilin, le titan des malheurs, qui te torture. Et tu te réveilles. Silius, dis-moi, quel est ton plus grand chagrin? Bien, je pense avoir, dans sa globalité, on va dire, vécu une vie plutôt heureuse. J'ai une patrie, j'ai les Asmar, j'ai une famille avec l'ordre des exilés, un père à Kaedin, et même des amis. J'avais des amis. Cependant, je pense que la chose la plus triste que j'ai pu vivre, qui m'a le plus détruit il y a bien longtemps, c'était le décès de mes parents. De mes vrais parents. Silius, le froid te prend jusqu'aux os. Tu es au milieu d'un épais manteau blanc. Tu ne vois pas à 4 mètres. Le brouillard, le blizzard. Tu erres ici, sans but, peut-être en as-tu un. Tu as oublié d'où tu venais. Tu as oublié où est-ce que tu allais. Et alors que tu marches, tu arrives à un moment donné vers une surface rocheuse, lisse, très lisse. Et en fait, plus tu t'approches de cette surface rocheuse, plus tu te rends compte que c'est en réalité de la glace. Un immense bloc de glace. Et lorsque tu arrives à 1 mètre de ce bloc de glace, tu
aperçoit une silhouette emprisonnée dans la glace. Qui est-ce? Bien, j'aperçois Freyr dans la glace, qui est le premier Asmar que j'ai rencontré de ma vie et la personne qui a fait changer ma vie, justement. Et je me précipite vers ce bloc de glace. Freyr! Freyr! Et je frappe du poing sur la glace pour essayer de le réveiller ou de faire bouger ou même de briser cette couche. Lance-moi un test de force. Tu commences à crier, à t'époumoner, tu frappes la glace de toutes tes forces. Et la glace commence à se briser. Et alors que la glace commence à se briser et que tu vois le corps de Freyr complètement engourdi tomber mollement à tes pieds. Tu le tiens, ta main duveteuse derrière sa tête, et tu vois ses yeux qui s'entr'ouvrent légèrement vers toi. Qu'il a un très léger sourire. Quels sont les mots que tu lui dis? Freyr, qu'est-ce que tu fais? Non, qu'est-ce que tu faisais là? Attends, je vais m'occuper de toi. Et j'enlève ma cape et j'essaie de l'enrouler un peu, hein, de l'emballer à l'intérieur. Ça va aller, tu vas voir. Il te saisit la main. Silius, c'est toi qui m'as amené ici. C'est toi. Amenez ici. Mais qu'est-ce que tu racontes? On t'appelle. Tu entends une voix qui t'appelle. Derrière toi, dans le lointain. Bien, je fais mine de pas entendre cette voix. Bien que, tu sais, j'ai les oreilles qui fait un petit sursaut quand j'entends ça. Et je reste avec Freyr, en fait, en essayant de le réchauffer. Et je vais rester là, t'inquiète pas. Tout va bien se passer. Non, Silius, non. Et j'essaie de le réchauffer un peu, tu sais, en frottant la cape. Tu as choisi le mauvais destin, Silius. Maintenant, il n'y a que lui qui peut te sauver. Et sa main se tend dans ton dos. Te tourne légèrement, regardant ce que Freyr te montre. Et tu aperçois la silhouette de Séraphin. Très proche de toi. Séraphin, venez m'aider. Je sais pas pourquoi il était dans cette glace, il va pas bien du tout. De qui parles-tu, fils des étoiles? Lorsqu'il te dit ça, tu te rends compte que Freyr, à tes pieds, n'est qu'un tas de poudreuse. Qu'est-ce qui se passe? Expliquez-moi, il était là. C'est toi-même qui l'a emmené ici, fils. Tu as joué avec le destin et les étoiles, et me semble-t-il que tu as perdu. J'ai jamais voulu ça pour Freyr. Parfois, il se passe des choses que nous ne maîtrisons pas, tu sais. Être promis à une grande destinée, parfois, requiert de grands sacrifices. Étais-tu prêt à cela? Pas à sacrifier Freyr. Je lui dois tout. Mais alors, que serais donc-tu prêt à sacrifier pour le monde? Si la vie d'un seul homme n'est pas un tribut, alors es-tu vraiment l'enfant des étoiles? Es-tu vraiment l'élu de la prophétie, tigre au pelage cendré? Si la prie d'un seul homme doit être le tribut, alors prenez la mienne, mais ne touchez pas à Freyr. Fils, ce n'est pas toi qui décides des tribus et des prophéties. Oh non, ce n'est pas toi. Et Séraphin, son visage poupin, son visage d'ange se transforme des canines, un pelage, et il devient immense. Immense, gros comme une montagne. Un Fenris, au pelage blanc, des yeux glaces. Il te tourne autour. Tu ne vaux pas mieux que tous ces stupides mortels. Je vais mettre fin à cette prophétie, et tout de suite.
Que fais-tu? Ces stupides mortels représentent tout ce que le monde a créé, représentent tout ce que le monde devrait être. Vous ne toucherez pas à eux. Et tu dis ça, et le loup gigantesque te fonce dessus. Fais-moi tout de suite un test d'agilité. Et trop tard, tu te décales trop tard, et il y a ces crocs immenses qui ne font qu'une bouchée de toi. Tu es lacéré jusqu'au plus profond de tes entrailles. Et tu as un dernier regard vers ce qu'était autrefois Freyr, ton ami. Si tu en as déjà eu, ne serait-ce qu'un jour. Et puis les ténèbres t'envahissent, et tu rouvres les yeux. Tu es au milieu d'une plateforme circulaire. À tes pieds, tout un tas de symboles incompréhensibles, astrologiques, qui scintillent d'une lueur bleue. En face de toi, une silhouette comme tu n'en as encore jamais vue. Des cornes sur les côtés de la tête, ce visage voilé, qui semble à la fois être là et ne pas être là, comme si l'espace et le temps n'avaient pas d'impact sur cette silhouette. Quels sont tes mots? Est-ce que je me sens à la fois guidé et peut-être heureux d'avoir trouvé ce que je cherchais? C'est à toi de me le dire. Je vais faire quelques pas vers cette chose, hein, vers cet être, et tomber à genoux et souffler. J'ai si longtemps cherché à vous rencontrer. Je ne pensais pas que ce serait dans la mort que je réussirais. Relève-toi. Tigre au pelage cendré. Penses-tu que c'est le destin qui te guide? Bien, oui, c'est ce que j'ai toujours pensé. Penses-tu que tout, depuis le début, était bien ficelé? Et ta destinée tout entière était tracée? Et qu'il était l'ordre naturel des choses que nous nous rencontrions aujourd'hui? Bien, si je me retrouve devant vous aujourd'hui, ça devait être prévu. Mais dans ce cas, ma mort l'était aussi. Survivre pour mourir, quelle belle ironie. Me semble-t-il qu'il y a une notion du destin que tu n'as pas vraiment saisie, fils. Si tu te laisses porter par le flot du temps, tu finiras par te noyer à l'intérieur. C'est à toi, élu, de provoquer le destin et de modifier l'avenir. Tu as les clés de l'univers. C'est à toi d'en ouvrir les portes. Un seul pour ouvrir la porte de l'étoile. Tu as ma bénédiction, fils. Sache t'en servir. Je saurai. Je vous le promets. Ne me déçois pas. Ne me déçois pas. Et les ténèbres t'envahissent. Gurlin, Oui. dis-moi Gurlin, quel est ton plus grand regret? J'ai de nombreux regrets, mais si je devais en saisir un seul, je dirais qu'il s'agit tout simplement de mes décisions passées. De comment j'ai entrepris mon voyage et de quelle manière j'ai souhaité changer, bouger les choses. J'ai tellement sacrifié pour en arriver où j'en suis. Et il m'arrive encore de douter aujourd'hui. Très bien. Gurlin, te réveilles en sursaut. Le ciel est sombre. Tu es dans ta loge, dans un des donjons de la citadelle d'Antonia. Et ce qui te réveille, cette nuit-là, c'est un bruit venant de ta fenêtre. Que fais-tu?
encore un peu surpris de ma position. J'essaye de vraiment reprendre mes esprits. J'essaie de m'accrocher véritablement à la seule source de lumière que je peux encore apercevoir. La lune est pleine. Je dois voir de qui il s'agit. Tu t'approches de ta fenêtre et tu remarques une chouette à 2 têtes. Gorline, fais-moi un test d'intelligence. C'est raté, je crois. Oui. Cette chouette t'intrigue. Elle a des plumes bleues, pailletées, comme si il y avait des légers reflets, la lueur de la lune, et brillait ses plumes. Et ses 4 yeux dorés te fixent. Tu as l'impression qu'elle t'appelle. Et tu vois qu'elle s'envole. Et dans ton champ de vision, elle se pose un peu plus loin sur le bord d'un pont. Que fais-tu? Tout d'abord surpris, je me demande véritablement ce qui est en train de m'arriver. Est-ce que je n'ai pas déjà vécu ce genre d'événement? Cette sensation, ça me serre à la poitrine. J'ai vraiment l'impression d'avoir déjà vécu ça. Et poussé par cette impression de déjà-vu, c'est comme si tous les gestes que tu entreprenais, étaient complètement naturels. Cette manière que tu as de sortir du château, de te dissimuler dans la pénombre, de suivre cette chouette. Tu l'as déjà fait. Et tu vas suivre cette chouette pendant longtemps dans la nuit, guidé par ses yeux d'or, jusqu'à arriver à un endroit perdu. La chouette se pose sur une pierre devant une épaisse double porte, couverte d'inscriptions. Que fais-tu? Bien que ce soit la pénombre, encore une fois, j'ai peine vraiment à décrire, mais est-ce que j'arriverai seulement à reconnaître certains de ces signes? Où est mon codex? Ah, où est ton codex? En fait, Gorline, sur toi, tu n'as pas ton codex. Tu as l'encyclopédie que tu as toi-même écrit, Gorline. Oui. Celui qui référence chacun des titans, leur pouvoir, leur lien avec les stèles herméneutiques, la synergie. Tu retrouves dans tes propres recherches et tu reconnais tes symboles du titan de la nuit et des illusions. Somnus. Poussé par une curiosité et une soif de connaissance qui était propre, Gurline, tu pousses les épaisses doubles portes. Et tu vois une lueur, une lumière vive qui provient de la pièce dans laquelle tu entres. Les portes se referment dans un bruit sourd derrière toi. Il y a presque aucun bruit, de légers murmures autour de toi. Tous les regards, bien sûr, Gurline, sont tournés vers toi. Toi qui es si bien paré, avec d'épaises encyclopédies sous le bras. Tu avances sur un long tapis rouge. Tu montes quelques marches et tu viens t'installer sur l'estrade, au centre de la salle des recherches, de la grande et prestigieuse Académie des sciences et des lettres. Académie des sciences et des lettres, pardon, de la citadelle d'Antonia. Dans le public, tes professeurs, Archibald, tous les nobles de Lys, ta famille. Quels sont tes mots, quelles sensations t'éveillent à ce moment-là, Gurline? Je ressens comme un pansement. J'ai vraiment l'impression qu'on cherche à me faire du mal, à essayer de taper là où vraiment je ressens la douleur. Ça a le don de m'énerver.
j'ai vraiment l'impression que Somnus essaie de me dire quelque chose et bien que j'ai envie de jouer au jeu qu'il me propose, je n'en reste pas moins énervé. Tu es énervé, Gurlin. Il y a quelque chose qui t'agace et alors que tu étais là pour présenter ta thèse, pour poser enfin la thèse que tu as travaillé si longtemps, eh bien, la scène se transforme. Tu te prends le bec avec un des professeurs qui intervient alors que tu es en train d'exposer et qui dit mais vraiment une connerie sans fond. Et tu commences à te prendre le bec avec et toute la salle, toute l'ambiance chauffe, monte, le ton monte. Gurlin, tu sors de l'estrade, furieux, tu claques la porte derrière toi et tu te retrouves à l'extérieur, sur le balcon. Tu soupires. Tu entends le bruit de pas résonner sur le pavé. Et tu reconnais la silhouette d'un individu qui s'approche timidement, n'osant pas vraiment faire face à ta colère. Qui est-ce, Gurlin? Il semblerait que ce vieux Archibald n'en a pas terminé avec moi. Un homme un peu petit, légèrement, très légèrement bossu. Il a une pipe à la bouche, qu'il fume d'un air vraiment très désinvolte. Il se racle la gorge alors il arrive à 1 mètre de toi. Eh bien, on dirait que mon élève n'a pas changé en tout ce temps. Brillant, mais empoté. Toi non plus, tu n'as pas changé. T'as bien raison. Livre après livre, étude après étude. Peu importe les mots que j'emploie, peu importe les recherches que j'effectue, n'en reste pas moins ignare, bêta au possible. Allons, allons, Gurlin. Tu te fais du mal à toi-même. Non, je pense avoir enfin saisi ce que je cherchais. C'est juste que je me demande si j'en ai la force. N'est-ce pas la réponse que tu cherchais? La réponse que je cherchais. Son visage change. Ce n'est plus le vieil homme sympathique. Un air terrible. Et il met sa main au niveau de son menton comme pour retirer quelque artifice et... Le visage d'Agonie apparaît soudainement. Ses yeux rouges. Qui te jugent. Tu me fais bien rire, Gurlin. Qu'espères-tu trouver encore comme excuse à ta médiocrité? Tu as bien compris aujourd'hui que tu ne seras jamais un archimage, et encore moins un fier Castel. Tu as raison. Je me suis fourvoyé ce jour-là. Je n'aurais pas dû vous insulter comme je l'ai fait. Je n'ai pas pour habitude de m'excuser. Alors c'est ça. Tes derniers mots. D'un petit animal blessé. Ah, Gurlin. Ton existence n'aura eu aucune insignifiance dans ce monde, comme tes actes, comme tes paroles, et tu vas mourir comme tu es né, sans personne pour te reconnaître. Et il te pousse, et tu chutes du balcon, et tu tombes dans les abysses. Diego, Silius, Gurlin et Bassem. Vous vous êtes tirés d'une torpeur brutale. Et l'obscurité laisse place à une lueur vive qui vous agresse les yeux. Vous avez les yeux collants, alors que votre vision revient très difficilement, que les bruits autour de vous commencent à vous parvenir. Quelques murmures, quelques voix plaintives. Diego, quel est l'état psychologique de ton personnage?
Oh, c'est la pire gueule de bois. Début, bah, comme je le dis, vraiment, je le dis sérieusement, c'est en mode, je me réveille et je me dis, oh, qu'est-ce que j'ai bu hier, putain. Oh là là. Et là, les choses commencent à me revenir à l'esprit. Le crash, tout ça. Et ma conversation avec Necros. Et donc, du coup, ce rêve que j'ai eu. Et je regarde autour de moi où est-ce que je suis, où sont mes compagnons. J'ai du mal à bouger. J'ai vraiment beaucoup de mal à bouger. En tournant difficilement la tête, tu remarques la silhouette de Sidious, qui est couvert de bandages. Sidious qui commence lentement à se réveiller, Sidious. T'es vivant? Quel est ton état psychologique? Bien, déjà, en ouvrant les yeux, je me demande si c'est pas un nouveau rêve. Après tout ce qu'effectivement que je viens de voir. Mais en me rendant compte un peu que c'est assez différent de ce qui s'est passé tout à l'heure, je ressens un immense sentiment de réconfort après avoir enfin rencontré, je pense, avoir rencontré Atroposia, qui m'a aidé à comprendre quelque chose, donc vraiment un réconfort incroyable. Et après seulement j'ai mal. Et tu es interrompu dans tes pensées par les gémissements de la personne à côté de toi, qui est Gurlin. Gurlin, tu reprends connaissance. Quelles sont tes pensées? Les yeux ouverts, je tente tant bien que mal de trouver en fait la force de me lever. Me disant, qu'est-ce qui m'empêche de juste rester allongé en fait? Rien ne m'oblige. Mais je sais pas quand, je sais pas exactement comment, mais je me sens vraiment léger. J'ai vraiment l'impression d'avoir pris conscience de quelque chose et d'avoir trouvé véritablement la vraie force dont j'avais besoin pour me mesurer ma famille. Je sais ce que je dois faire maintenant. Inutile de me cacher. Pourquoi je devrais me lever en fait? Je suis bien. Bassem, tu entends Gurlin qui dit ça à haute voix. Il se parle à lui-même, n'ayant pas encore tout à fait réalisé votre présence. Bassem, tu t'es légèrement redressé. Quelles sont tes premières pensées? Peut-être tes premières paroles? Du coup, comme mes camarades, je pense au début, je me dis que le paysage est trop beau pour être vrai, par rapport aux visions que j'ai eues, et également par rapport aux souvenirs que j'ai eus, du coup, juste avant le crash. Du coup, je pense que le premier réflexe que j'ai, c'est de me pincer, Ça fait mal. pour voir si je suis encore en train d'arriver. Ça fait mal, avec mes griffes en plus. Tu te pinces effectivement avec tes griffes au niveau d'une plaie. Et ça fait très mal. Et pour vraiment confirmer le fait que je suis vivant, j'essaye de lever la terre autour de moi avec ma synergie pour voir si le monde qui est autour de moi est réel, si j'arrive à être en harmonie avec lui. Et je souffle. Aussitôt que je m'étais redressé, je retombe dans mon lit. Et tout comme je l'ai dit dans mon rêve, c'est moi qui décide si on monte ou non. Et je suis soulagé parce que je vais pouvoir continuer la quête pour retrouver ma famille, et c'est tout ce qui compte. Et je tourne légèrement la tête et je vois également que mes compagnons sont vivants. Ça me rassure également, mais je ne vois pas Fujiro et c'est peut-être les premières paroles que je dis à mes compagnons juste après. C'est les gars, où est Fujiro? Fujiro, tu entends Bassem élever un peu la voix à ce moment-là. Tu es réveillé depuis un peu plus longtemps que pas très longtemps. Étrangement, tu n'as pas tant de mal que ça à marcher, tant de mal que ça à réfléchir. Tu es affalé contre la balustrade
le bruit de l'eau, de la fontaine qui s'écoule à tes côtés. Quelles sont les pensées qui traversent ton esprit alors que tu as les yeux dans le vide, juste avant que la scène n'interrompt cet instant? En fait, je regarde un peu l'eau qui s'écoule dans la fontaine, et le simple fait de la voir me fait repenser un peu à mon rêve. Je suis assez perturbé par ce qui s'est produit, j'arrive pas à savoir si c'était juste une hallucination qui a été générée par les soins qu'on m'a prodigués. Est-ce que c'était un événement mystique? Je sais pas vraiment quoi en penser. Je sais juste que ça m'a fait vraiment repenser à ma sœur et à sa maladie, au fait que j'ai pas encore trouvé remède pour la sauver. Et je pense à elle en fait, je suis un peu inquiet. J'aimerais bien savoir comment elle va, peut-être lui donner un peu de mes nouvelles également. Et je suis un peu perdu dans mes pensées, je repense au passé, à ce qui m'attend dans l'avenir. Alors que tu penses à tout ça, Fujiro, lance-moi un test de perception. Tu entends des voix qui s'élèvent venir de par ici, derrière toi. Et une discussion apparemment, et ce qui te fait tiquer, c'est cet échange-là. Ouais, il semblerait qu'il y a une épée gigantesque qui est tombée du ciel et qui s'est abattue au milieu d'un champ. Je suis sûr que c'est l'avertissement de Kurzil. La guerre va s'acharner sur Andorre, c'est sûr. Et tu ne peux t'empêcher, malgré l'aspect tragique de la situation, d'avoir un très léger rictus. Léger, hein. Très léger. Mais rictus provoqué surtout parce qu'après de très longues minutes, tu vois enfin tes camarades bouger et ouvrir les yeux. Ils sont loin de moi? Pas très loin. Toi, Fujiro, tu as pleinement conscience de la scène. Vous êtes dans un temple. Un grand temple. Alors je vais pas élever la voix, j'aimerais juste commencer à me rapprocher tout doucement. Et j'ai toujours mon bâton avec moi? Tu es nu comme un verre. Nu, Non, Arrête de dire de la merde dans ce cas, il est pas nu comme un verre dans ce cas. défini nu. Oh le mec, maître, il est comme ça en plein milieu du temple. ah le maître nageur, ah le maître nageur quoi. Ah, tu veux pas te noyer avec lui hein. mais c'était pas C'est comme ça ça la dans petite mon brise rêve. que je sentais en fait. Attends, c'est passé quoi hier soir? Cette légère caresse qui parcourt tes poils. Oh merde. Tu n'as pas d'équipement sur toi. D'accord. C'est évident. Alors je vais me diriger tout doucement vers eux tout en me tenant à la balustrade. Que faites-vous alors que vous vous retrouvez? Vous êtes tous vivants? On est où là? Oh, il y en a au moins un, oui. Apparemment on se dans un temple. Et ces Ah, t'es personnes là, nous toi. ont soignés. Oh, Fujiro, t'es là. Oh. Je te cherchais du regard. Comment ça se fait que t'es déjà debout, toi? Apparemment j'ai subi un peu moins de dégâts lors du crash. T'étais à l'avant du bateau? Mais juste avant qu'on s'écrase, j'ai été entouré par un bouclier d'eau. Mon regard se tourne vers Silus. Ah, il a eu de la chance. Attends, Silus, t'as préféré protéger Fujiro au lieu de toi-même? C'est le dernier réflexe que t'as eu avant de mourir? Bah écoute, si on peut choisir comment partir, on peut le faire avec panache. En me concerne, je regarde Silus et je lui dis merci. Je suis vraiment reconnaissant. Sans toi, je ne serais pas en vie actuellement. C'est probablement la deuxième fois que tu me sauves la vie. Bah écoute, je suis content que tu tiennes debout en tout cas. Moi, ce dont je me rappelle, c'est que c'est notre cher magicien qui t'avait protégé, non pas Fujiro. On voit les préférences. Bon, c'était l'urgence tout ça. Par contre, qu'est-ce qui s'est passé? Le dirigeable a pris feu?
Tiens. Qui est le seul être de notre groupe à maîtriser le feu? De quoi? Diego, il fait genre qu'il s'est pas réveillé, tu vois. Non, en fait, du coup, ce que je faisais, je fixais le plafond, en fait, je suis un peu ailleurs, parce que je repense justement à ce que je dis à Necros et ce pack que je viens de faire, et en fait, je me dis, mais c'est bien ce que j'ai fait ou pas, en fait. Et je sais, il va falloir que je fasse vraiment une longue introspection là-dessus, sur ce que être sûr de ce que j'ai échangé et de ce que j'ai acquis. Il a littéralement vendu le monde. Et à quel point j'ai vendu mon humanité. Mais du coup, là, je reviens un peu à mes sens. J'entends ma plaie. Vous parlez de quoi, les gars? Un dirigeable qui prend feu, tout ça. Oui, bon, bah, voilà. C'est des choses qui arrivent. Je fais un sort et voilà ce qui se passe. Écoutez, les gars. Moi, j'ai connu une meuf. Putain, j'ai connu une meuf. Elle lançait un sort d'éclair. Et elle a touché 2 d'entre nous avec ça. Tu l'as déjà raconté celle-là. Voilà, bah oui, parce que t'étais là. Ah putain, j'ai mal. Donc tout ça pour dire... Voilà, je suis désolé. S'il vous plaît. Baissez un peu le ton. Ouais, c'est ça. Et, donne-moi de l'alcool dans ce cas, putain. Il y a un homme en tenue de prêtre qui s'approche de vous. Il tient dans ses mains des onguents, des fioles, des choses. Vous êtes enfin réveillés. Bienvenue dans le monde des vivants, vous 5. Oui, très intéressant. Est-ce que vous auriez merci, à boire, monsieur, s'il vous plaît? Monsieur. Eh bien oui, j'ai à boire et vous allez avaler ça tout de suite. Et c'est de l'alcool. Et il passe entre vos rangs, entre vos lits, et il arrive jusqu'à toi, Fujiro, et il vous met dans les mains une fiole avec un liquide verdâtre qui sent très fort les herbes. C'est pour guérir ça, les herbes. Ingérez ça, s'il vous plaît. Moi je bois. Nous 5, mais on n'était pas accompagnés. Où est-ce qu'il est? Ouais, Gildas, ouais. Et c'est exactement sur cette question que la session va se terminer. Oh là! Non, putain, c'était censé être le 5e membre du groupe. Ah, non, mais autant s'arrêter sur l'homme nu, tu vois, là ça fait plus de sens. Tu es nu comme un verre, fin de la session. 2 années level rate, live. Et la saison ne reprend jamais, tu sais. Gros cliffhanger. La série a été annulée à cause de cette phrase.